J'espère qu'il y a la forme les gars. On commence. Pour se venger de sa femme infidèle, elle a pris une décision radicalement différente de celle que la plupart des hommes auraient prise. Bien que l'homme soit mort, son piège mortel ne faisait que commencer. La femme, revenue de son état de choc, poussa l'homme hors du lit, mais se retrouva collée au cadavre. Malgré ses efforts pour se libérer, elle ne parvint pas à se séparer du corps et désespérée, elle appela à l'aide. Cependant, il faut savoir que, pour cette vengeance, l'homme avait spécifiquement conduit jusqu'à une région rurale isolée. En chemin, il avait bandé les yeux de la femme, lui disant qu'il lui préparait une surprise pour leur anniversaire de mariage. Maintenant que la surprise était arrivée, la femme commença à se calmer et voulut appeler la police, mais la ligne téléphonique avait été coupée par l'homme. Elle ramassa un pistolet par terre et visa les menottes, mais après avoir hésité longtemps, elle tira plusieurs coups sans réussir à les briser. Frustrée, elle jeta le pistolet sous le lit et décida de traîner le cadavre jusqu'au dressing. Elle voulait d'abord changer de vêtements, mais en entrant, elle ne trouva qu'une robe de mariée. Derrière la robe se trouvait un grand coffre-fort, mais la femme n'y prêta pas attention. Elle enfila la chemise du cadavre, posa la robe de mariée sous le corps et traîna le cadavre jusqu'à l'escalier. Malheureusement, elle trébucha et roula avec le cadavre jusqu'en bas. En se relevant, elle réalisa qu'à l'extérieur, il n'y avait que de la neige et personne à l'horizon. Si elle sortait ainsi, elle mourrait rapidement de froid. Elle retourna donc à l'intérieur pour chercher tout ce qui pourrait l'aider à survivre. Elle trouva rapidement son téléphone. Bien qu'il ait trempé dans un vase, il était encore allumé. Mais, à la seconde suivante, la femme traîna le cadavre et fouilla à nouveau les tiroirs, mais malheureusement, ils étaient tous vides. L'homme ne lui avait rien laissé, pas même une mèche de cheveux. En désespoir de cause, elle vérifia la poubelle et y trouva finalement les clés de la voiture de son mari. Mais la voiture était garée dans le garage extérieur, ce qui signifiait qu'elle devait sortir. La femme regarda le cadavre, qu'elle avait déjà habillé avec son pantalon et enveloppé dans une épaisse couche de tissu de la robe de mariée pour tenter de se protéger du froid. Malgré cela, elle grelottait de froid. Après avoir lutté un moment, elle parvint enfin à traîner le cadavre jusqu'à la voiture. La chaleur du chauffage la détendit instantanément, mais cette chaleur semblait réservée aux morts. Alors qu'elle s'apprêtait à démarrer la voiture pour partir, celle-ci cala soudainement. L'homme avait vidé le réservoir d'essence, ne lui laissant aucune issue. Alors qu'elle maudissait la famille de l'homme, celui-ci se mit soudain à parler, la terrifiant. Il ne s'agissait en réalité que d'un enregistrement. Dans ce message, il exprimait sa souffrance durant leur mariage et reprochait amèrement à la femme son infidélité. Il déclarait que ce mariage l'avait plongé dans le désespoir et annonçait que quelque chose de plus intense attendait Marie. Marie ignorait ce que son mari avait encore manigancé. En regardant les traces de sang séché sur son visage, elle n'eut d'autre choix que de traîner à nouveau le cadavre de son mari jusqu'à la villa. Alors qu'elle nettoyait les traces de sang sur son visage, son regard tomba sur le collier autour de son cou. Une colère intense s'empara d'elle, mêlée à un sentiment d'injustice et de désespoir. Elle tenta de l'arracher avec force, mais malgré tous ses efforts, le collier semblait faire partie intégrante de son cou. Soudain, Marie pensa que le sous-sol pourrait contenir des outils pour ouvrir les menottes. Mais après avoir traîné avec difficulté le cadavre de son mari jusqu'au sous-sol, elle fut confrontée à une scène qui la plongea dans un profond désespoir. L'endroit, autrefois rempli d'outils, était maintenant vide. Il était évident que son mari avait tout emporté. Cela signifiait qu'elle devait à nouveau traîner le cadavre hors du sous-sol. À ce moment, le dernier sentiment de culpabilité envers son mari avait complètement disparu. Tout en traînant péniblement le corps, You fucking hypocrite! How many fucking times did I wash lipstick and glitter off of your fucking shirts? elle ne cessait de maudire la cruauté et les calculs de son mari. Soudain, elle réalisa que son mari avait également eu de nombreuses aventures. Ils avaient toujours tacitement accepté de vivre leur vie séparément, mais elle ne comprenait pas pourquoi il avait soudainement créé une telle situation. Après avoir exprimé sa colère, Marie se releva difficilement et réussit à ramener le corps de son mari dans le salon. En voyant les ecchymoses sur ses poignets causées par les menottes, elle regretta à nouveau sa décision de se marier. C'est alors qu'un coup frappé à la porte brisa le silence de la maison. Marie regarda prudemment par la fenêtre et vit que c'était Tom, son amant et subordonné de son mari. Chris, Mark shot himself. What? What the fuck happened? He handcuffed himself to me and then he shot himself in the head.
À travers le récit de Tom, Marie comprit tout. L'entreprise de son mari était au bord de la faillite, et accablée, elle avait décidé de se suicider. Mais avant de mourir, elle avait tenté de l'entraîner dans sa chute. La nuit précédente, son mari avait utilisé son téléphone pour envoyer un message de détresse à Tom en se faisant passer pour elle. Marie ne croyait pas que son mari avait la bonté de vouloir que Tom vienne la sauver. Réalisant que la situation était dangereuse, elle pressa Tom d'appeler la police. Alors que Tom s'apprêtait à sortir son téléphone, il se souvint qu'il était en train de charger dans la voiture. Il allait sortir pour le récupérer lorsqu'il vit une voiture approcher lentement de la maison dans la neige. Tom, immédiatement sur ses gardes, dit à Marie de se cacher dans la maison et de ne pas ouvrir la porte, peu importe qui frapperait. Lui-même se dirigea prudemment vers la voiture. Marie, cachée derrière un mur, regarda impuissante le tueur poignarder son amant. Heureusement, une porte la séparait encore du tueur. Alors qu'elle voyait le tueur s'approcher, Marie sut qu'elle allait bientôt être découverte. Heureusement, le frère du tueur l'appela à temps. En écoutant la conversation entre les deux frères, Marie comprit que le tueur, nommé Bob, avait été engagé par son mari, Mark, pour la tuer. En échange, Mark avait promis à Bob un bijou d'une valeur d'1 million. Cependant, Amy, une complice de Bob, semblait paniquer. Elle se souvenait clairement que Bob avait dit qu'il ne ferait que voler, sans tuer personne. Cette tournure des événements la laissait complètement désemparée. Bob, fronçant les sourcils, la réconforta froidement en lui disant qu'ils avaient déjà tué une personne, et qu'il suffisait de tuer Marie pour obtenir le bijou d'une valeur d'1 million. Sous les paroles apaisantes de Bob, Amy finit par se calmer. Bob monta immédiatement à l'étage pour chercher Marie, tandis qu'Amy commença à fouiller le rez-de-chaussée. En suivant une traînée de sang, Amy arriva à la porte arrière, où Marie traînait justement le corps de son mari vers l'entrepôt. Pressée par le temps, Marie n'avait pas pu dissimuler les traces de sang, laissant une traînée évidente derrière elle. Terrifiée et cachée dans l'entrepôt, Marie remarqua un outil en forme de barre. Sans réfléchir davantage, elle utilisa toute sa force pour frapper violemment la main de son mari, jusqu'à ce qu'un craquement se fasse entendre. Au même moment, Amy ouvrit enfin la porte de l'entrepôt. En entrant, elle vit Mark gisant dans une mare de sang. Heureusement, Marie s'était cachée à temps sous une bâche, échappant ainsi à la vue d'Amy. Terrifiée, Amy retourna précipitamment à la villa pour appeler Bob. Lorsque Bob arriva et s'approcha, il découvrit que le mort n'était autre que leur employeur. Amy, déjà pâle comme un linge, ne cessait de supplier son frère de quitter les lieux. Mais Bob refusait catégoriquement de partir. Il venait de découvrir un coffre-fort dans la villa et supposait que le précieux bijou s'y trouvait. Il était convaincu que Marie était la seule à connaître le code du coffre-fort et qu'il fallait à tout prix la capturer. Lorsque les pas des deux complices s'éloignèrent et que Marie se sentit en sécurité, elle utilisa à nouveau une robe de mariée pour attacher ses pieds. C'est alors qu'elle remarqua un tuyau à essence. En suivant ce tuyau, elle trouva un réservoir d'essence. En voyant qu'il contenait encore du carburant, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Pendant ce temps, Bob et Amy venaient de revenir au 2e étage de la villa et planifiaient de voler les objets de valeur dans le coffre-fort. Cependant, Amy réalisa que le coffre-fort était hautement sécurisé. Il nécessitait non seulement un code, mais aussi l'empreinte digitale du propriétaire. Désemparés, ils décidèrent de se répartir les tâches. Bob descendit pour continuer à chercher Marie, tandis qu'Amy retourna traîner le corps de Mark à l'étage. Au même moment, Marie saisit la poignée du bidon d'essence et se mit à le traîner péniblement vers le garage. Soudain, un bruit de porte s'ouvrant la surprit. N'ayant pas le temps de s'enfuir, elle s'allongea dans la neige et ferma les yeux, laissant son sort entre les mains du destin. Par chance, Amy ne remarqua pas Marie étendue à côté d'elle. Marie parvint finalement à atteindre le garage avec le bidon d'essence et commença à verser frénétiquement de l'essence dans la voiture à l'aide d'un tuyau. C'est alors que la porte du garage s'ouvrit brusquement et la silhouette imposante de Bob apparut sur le seuil. Le cœur de Marie s'arrêta net. Le cœur battant à tout rompre, Marie se cacha derrière un pneu à la vitesse de l'éclair. Bob entra dans le garage, balayant du regard les alentours, mais ne repéra pas Marie. Il savait que dans cette région isolée, sans voiture, Marie ne pourrait pas aller bien loin. Ne pouvant s'échapper en voiture, Marie décida de quitter discrètement le garage. Mais à peine sortie, elle faillit se faire repérer par Amy, qui transportait un corps. Sans réfléchir, Marie se précipita dans le sous-sol. Bob, entendant du bruit, sortit du garage et se dirigea vers le sous-sol. Marie, cachée dans le sous-sol,
sentit son angoisse monter à mesure que les pas de Bob se rapprochaient. Alors qu'elle envisageait de sortir du sous-sol pour entrer dans la villa, elle remarqua, à travers les variations de lumière sous la porte, qu'Amy transportait le corps de son mari juste devant l'entrée du sous-sol. Bob se rapprochait de plus en plus, et Marie se retrouva rapidement coincée entre les deux. Lorsque Bob monta les escaliers, le bruit de ses pas lourds alerta Amy. Celle-ci, intriguée, s'apprêtait à ouvrir la porte du sous-sol quand Marie eut une idée soudaine. Elle pressa rapidement la télécommande de la voiture, déclenchant l'alarme. Entendant le bruit, Bob et Amy se précipitèrent vers le garage, permettant à Marie de s'infiltrer furtivement dans la villa. En voyant le corps de son amant Tom, les yeux de Marie s'emplirent de larmes, mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur son chagrin. Elle devait absolument retrouver Tom. Marie chercha frénétiquement les clés de la voiture pour s'échapper, mais elle se souvint soudain que Bob les avait prises lorsqu'il était entré dans la maison. Après être sorti du garage, Bob, le visage sombre, verrouilla d'abord la porte du sous-sol pour empêcher Marie de s'y cacher à nouveau. Puis, se tournant vers Amy, il exposa sa conclusion. L'alarme de la voiture avait sans aucun doute été déclenchée à distance par Marie à l'aide des clés, ce qui signifiait qu'elle était certainement à proximité. Les deux décidèrent alors de coordonner leurs efforts pour fouiller la villa. Dès qu'ils entrèrent dans la maison, Amy remarqua que les chaussures de Tom avaient disparu. Elle comprit immédiatement que Marie les avait emportées. Le regard de Bob devint perçant et sans hésiter, il monta à l'étage pour chercher. Arrivé au deuxième étage, il entendit un léger bruit provenant du grenier. Méfiant, il tira l'échelle du grenier et grimpa prudemment, faisant attention à chaque pas. Lorsqu'il passa la tête dans le grenier, le bruit de la chute de Bob attira immédiatement l'attention d'Amy, qui se précipita à l'étage pour comprendre ce qui se passait. Pendant ce temps, Marie agissait rapidement. Elle fouilla frénétiquement le corps de Bob et finit par trouver les clés de la voiture de Tom. Au même moment, Amy, à peine arrivée à l'étage, Marie brisa rapidement la serrure de la porte de la chambre d'Amy, enfermant Amy à l'intérieur. Une fois cela fait, elle saisit les clés de la voiture et courut vers la voiture de Tom. Elle tenta de composer le numéro des urgences. Mais avant qu'elle ne puisse terminer son appel, Bob, qui avait repris conscience, l'attrapa brutalement et la tira hors de la voiture. Sans se soucier de l'appel d'urgence déjà composé, Bob frappa violemment Marie. Il fit signe à Amy de traîner rapidement le corps de Mark à l'étage. Lorsque Marie reprit connaissance, elle se retrouva à nouveau enfermée avec le corps de Mark. Bob, le visage menaçant, la somma de révéler le code du coffre-fort. Marie savait pertinemment que si elle divulguait le code, elle serait certainement tuée. Bob la menaça alors de lui couper les orteils si elle refusait de parler. Alors que Bob s'apprêtait à passer à l'acte, son frère Amy, derrière lui, fit soudainement un geste inattendu. En voyant que Marie avait appelé la police, Amy, paniqué, décida de ne plus laisser personne être blessé dans l'espoir d'obtenir une clémence. Il ramassa le revolver posé au sol et le pointa vers Bob. Amy libéra ensuite Marie de ses menottes et en échange, Marie finit par révéler le code du coffre-fort. Cependant, lorsqu'ils ouvrirent le coffre, ils le trouvèrent vide, à l'exception d'une lame de scie gravée de mots indiquant que le diamant était caché dans le collier de Marie. Il s'avéra que Mark, le mari de Marie, avait anticipé que Bob s'intéresserait au coffre-fort. Mais le collier de Marie était fait d'un matériau si résistant qu'il était impossible de le scier. Bob comprit alors que la scie laissée par Mark était destinée à lui permettre de couper la tête de Marie. Pour empêcher son frère de commettre un autre meurtre, Amy s'empressa de prendre une pince. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à couper le collier. Une dispute éclata entre les deux frères, et dans la confusion, Amy heurta accidentellement l'arrière de sa tête contre un clou planté dans le mur. Voyant son frère mort, Bob fut pris d'une rage encore plus grande. Furieux, Bob se jeta sur Marie avec une rage déchaînée. Dans un moment de survie désespérée, Marie, poussée par un élan de force insoupçonné, saisit une clé et frappa violemment Bob à la tête. Profitant de son état d'inconscience, elle attacha son corps à celui de son mari Mark, puis se traîna péniblement vers l'escalier pour descendre. Sans prendre le temps de scier la main de Mark, il traîna le corps de ce dernier et se lança à la poursuite de Marie. Mais en descendant les escaliers, il trébucha et tomba lourdement. Marie en profita pour sortir de la maison et tenta de démarrer la voiture pour s'enfuir. Voyant Bob traîner le corps de Mark et se rapprocher, Marie,
décida de foncer directement sur Bob avec la voiture. Malheureusement, ses compétences de conduite laissèrent à désirer. Non seulement elle manqua Bob, mais elle engloutit également la voiture, la rendant inutilisable. Cependant, Marie ne renonça pas. Elle sortit péniblement de la voiture et se mit à courir à quatre pattes dans la neige, essayant désespérément de s'échapper. Bob, toujours déterminé, la poursuivit de près. Alors qu'ils se battaient, ils glissèrent et brisèrent accidentellement la surface gelée d'un lac, tombant tous les deux dans l'eau glaciale. Marie saisit l'opportunité d'esquiver le couteau que Bob brandissait et, dans un mouvement rapide, lui planta la lame dans l'œil. La douleur intense fit se débattre violemment Bob dans l'eau, mais il finit par perdre ses forces et coula au fond du lac. Marie, quant à elle, parvint à briser la glace avec le couteau et à sortir de l'eau. Épuisée, elle s'effondra dans la neige, haletant et reprenant son souffle. C'est alors que des sirènes de police se firent entendre au loin. Avec ses dernières forces, Marie retira son alliance et la jeta dans le lac gelé. Enfin, elle mit un terme à ce cauchemar terrifiant et à ses souvenirs douloureux.